spécial, étroitement lié aux soins palliatifs pour les adultes. Donc, c'est-à-dire que c'est les mêmes principes, c'est pour améliorer la qualité de vie de l'enfant. Et comment on va faire ça pour les enfants, en fait? C'est des soins actifs totaux du corps, psychologique et l'esprit de l'enfant, et implique également d'apporter un soutien à la famille. Évidemment, quand on a un enfant, on a une maman, on a un papa ou un gardien, ou il y a des frères, les sœurs. En fait, l'enfant ne vit pas en fait seul à la maison. Il vit dans une famille, dans une communauté, avec ses frères, ses sœurs, ses amis. Et on doit prendre tout ça en compte. Donc, les soins palliatifs pour les enfants exigent une attention particulière. Donc, les principes des soins palliatifs, on a déjà regardé un peu, mais bon, je vais soulager la douleur et d'autres symptômes, affirme la vie et considère la mort comme un processus normal, ne cherche ni à hâter ni à retarder la mort. Donc, ça, c'est très, très important. Et intégrer les aspects psychologiques, spirituels de la prise en charge, offre un système de soutien pour aider les malades à vivre de manière aussi active que possible jusqu'à leur mort. Donc, c'est très important ça aussi, que en fait, tout ce qui est mis en place, c'est pour aider la personne de vivre bien, avec une bonne qualité de vie, jusqu'à la mort. Et ça compris aussi votre question à propos de quelqu'un qui est inconsciente. Pour quelqu'un qui est inconscient, c'est aussi de les apporter en fait, des bons soins, des soins de soutien, et afin qu'ils vivent, qu'ils peuvent être soulagés en fait, même en étant inconscients. La même chose pour les personnes de troisième âge, très très important. Offre un système de soutien pour aider la famille à faire face pendant la maladie et aussi dans leur deuil. Donc, ça c'est un aspect qui est parfois peut-être oublié, mais c'est très important de prendre en considération, surtout quand quelqu'un a une maladie grave et on sait que c'est incurable, en fait, c'est d'aider les gens à faire face à ce deuil, qui vont perdre en fait leur bien-être et qui vont leur bien-aimer. Aussi, utilise une approche en équipe pour répondre aux besoins des malades. Donc, si on pense sur l'approche globale, bon, peut-être qu'il y aurait besoin en fait d'assistants sociaux pour aider en fait aux problèmes en fait des douleurs sociaux. Comme on a vu avec le monsieur Daniel, il avait son plus grand souci, c'était qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis longtemps. Donc, qui a réglé ce problème pour lui? C'était l'assistant social. Donc, c'est important. C'est une équipe multidisciplinaire. Et renforce la qualité de vie, peuvent également influencer positivement l'évolution de la maladie. C'est bien connu que les gens qui, en entrant parfois dans une hospice ou en est enregistré sur un programme de soins palliatifs, presque à la mort, qu'en fait, après des soins palliatifs, qu'ils s'améliorent, ils rentrent à la maison, et puis ils vivent encore quelques mois, une année ou deux, et puis pendant ce temps-là, ils ont une bonne qualité de vie, ils peuvent faire des choses qu'ils ont pensé qu'ils ne pouvaient plus faire, et donc ça améliore en fait la vie dans ce sens-là. Alors, c'est ce que on a parlé tout à l'heure, en fait, qu'il y a le traitement curatif. Ici, c'est le point de diagnostic d'une maladie. Et ici, en fait, c'est le point de la mort. Donc, et le continuum, en fait, des soins. Et ceci, c'est le trajet, en fait, de la maladie. Donc, plus, au moment de le diagnostic, peut-être le besoin des soins palliatifs est peu, ok? Peut-être c'est parce qu'ils ont besoin plus en fait de médicaments curatifs. Donc on voit bien ici que ces besoins sont là, mais plus que la maladie avance, plus de soins palliatifs ça augmente. Donc
c'est ce qu'on dit, que ça augmente comme ça. Et au point de ça, ici, c'est le deuil. Et c'est là où on prend soin, en fait, des familles. Normalement, dans un programme de soins palliatifs, ce qui se passe, c'est, dans ce moment-là, la famille est prise en compte par, en fait, l'équipe de soins palliatifs, peut-être pour 2 mois, peut-être pour 3 mois. C'est-à-dire que peut-être vous allez téléphoner la famille, comment ça va après la mort de votre mari, etc. Alors, pourquoi on a besoin en fait des soins palliatifs? Bon, je m'excuse, il y en a maintenant moitié anglais, moitié français ici. Bon, c'est pas grave. Je vais vous traduire. C'est pas grave. Alors, en fait, le fardeau en fait des maladies incurables et des maladies en fait non communicables, comme le diabète, l'hypertension. Qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, il y en a plein. Le cancer. Donc, c'est le fardeau de ça pour le pays. Donc, c'est important. Et même, c'est là aussi, en fait, qu'on peut parler, en fait, du 3e âge. Okay? C'est pour ça qu'on a besoin des soins palliatifs, c'est pour améliorer leur qualité de vie. Yeah. Alors, je ne vais pas rester là-dessus, c'est la même chose. Le traitement actif en fait, du cancer, le traitement symptomatique et des soins de soutien, et en fait le trajet du cancer, et en fait la mort et le deuil. D'enregistrer les gens déjà sur un programme de soins palliatifs. Et en fait que l'équipe puisse prendre contact et puis et soutenir en fait, inclure les principes de soins palliatifs dans tous les plans de traitement en fait pour les cancéreux. C'est bien parce que au moment que peut-être le traitement ne fonctionne pas ou bien ils entrent dans une phase plus grave et envers la fin de vie, déjà il y a cette relation avec l'équipe de soins palliatifs. Okay. Donc, c'est la même chose. Avec le trajet de VIH, c'est des hauts débats, okay? Mais peut-être ça va bien, peut-être ils ont une maladie opportunistique, et puis peut-être il y a des bas et tout ça. Mais le principe, c'est la même chose, c'est d'entrer en fait au moment de prendre le diagnostic et à travers la maladie, qu'il y a un contact avec l'équipe de soins palliatifs. Okay. Alors, l'équipe de soins palliatifs peut aider avec le stigma, avec la discrimination, avec le stress en fait des soignantes, avec les gens qui ont peur de qu'est-ce qui va arriver après, est-ce que je vais mourir, est-ce que je dois prendre les médicaments, est-ce que c'est bien de prendre les ARV. En fait, toutes les questions qui s'imposent en fait quand quelqu'un se teste positif avec le VIH, en fait, on peut aussi adresser ça avec l'équipe de soins palliatifs. Un peu de clarification, il y a des bons soins palliatifs combinent les soins de soutien et le soulagement de la douleur et des symptômes, et met l'accent sur la paix et la dignité pour le patient et pour les soignantes et la famille. Donc ça c'est un aspect qui est très important des soins palliatifs, que quelqu'un peut avoir la dignité même avec une maladie grave. Parce que souvent on perd la dignité. Et puis si on pense à peut-être des femmes qui ont un cancer du sein, des fois c'est trop avancé, c'est pas très joli à voir, il y a des odeurs en fait qui sont pas très bien, il y a beaucoup des aspects en fait qui sont pas très bien, et puis cette femme peut perdre en fait sa dignité. Ce qui change avec les soins palliatifs, c'est que on ne le rejette pas, on l'accepte telle qu'elle est et on l'aide à accepter la situation
et aussi la famille ou peut-être même la communauté. Donc c'est ça la différence entre quelqu'un qui va peut-être dans un service normal, qui peut-être après va rentrer, va être rejeté par sa famille, par son mari. Vous voyez la différence. Bon, je donne cet exemple, mais bon, il y en a plein d'autres. Alors, les soins peuvent être fournis à tous les niveaux de prestation de services en utilisant en fait des modèles différents. Donc, il y a des soins à domicile qui peuvent être le lieu des soins palliatifs, soins communautaires, donc ça peut être dans une église, ça peut être dans une école, ça peut être n'importe, ça peut être dans une clinique, ça peut être... on peut faire des soins palliatifs n'importe où. D'ailleurs, en Ouganda, ils ont en fait des services mobiles, des services mobiles, donc il y en a beaucoup en Afrique, et même à Ouganda, ils ont une clinique mobile qui fournissent en fait la morphine au bord de la route. Donc, ils passent, on talk about mobile clinic that distributes the morphine on the roadside in Uganda. It actually does holistic care. Yeah. Even on the road. Yeah, exactly. Holistic examination in the car. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens disent, OK, ce jour de ce mois, il y a les cliniques mobiles qui va passer. Les gens savent que c'est dans cette lieu, au bord de la route, en fait, la clinique va passer. Et si les gens, ils ont besoin d'être examinés, ils entrent dans la voiture, mais ils sortent une table, ils sortent en fait les médicaments et tout ça, les prescriptions sont refaits. Donc, les soins palliatifs peuvent se faire en fait n'importe où. On n'a pas besoin d'une maison spéciale pour faire ça. Parce que c'est un concept et une philosophie des soins. Donc, philosophie des soins, on peut apporter n'importe où et on peut le faire n'importe où. Une autre, en fait, des consultations externes dans une clinique. Les centres de soins de jour aussi, ça augmente de plus en plus. Donc, c'est un modèle qui est utilisé pas mal, en fait, en Europe, où les gens viennent un jour par semaine, 2 jours par semaine, quand ils veulent, en fait, dans une centre, ils restent la journée. Là, ils reçoivent, en fait, un soutien psychologique, un soutien social. S'ils ont besoin d'être référés à un médecin, ils vont transférer à voir un médecin ou une infirmière. Donc, les centres de jour, ça marche très bien. Et les soins doivent être fournis par une équipe multidisciplinaire. Lorsque ça, c'est possible, en fait. C'est pas toujours possible, en fait, d'avoir un psychologue. C'est pas toujours possible d'avoir un assistant social. Mais dans la mesure du possible, en fait, c'est mieux d'avoir une équipe multidisciplinaire. Alors, il y a un modèle de santé publique de l'OMS qui est sorti et puis qui est en fait le modèle et le cadre, je dirais, international qui est accepté pour en fait les soins palliatifs. Donc, nous avons en fait les politiques et puis nous avons la disponibilité des médicaments, l'éducation et l'implémentation. Comment ça fonctionne? Donc, la politique. Alors, les soins palliatifs faisant partie du plan de santé, des politiques et des règlements nationaux et relatifs, financement, cadre pour la prestation des services soutien et la prestation des soins palliatifs. Il faut quand même avoir en fait le soutien le cadre national. Donc, il faut avoir en fait le ministère de santé qui sont d'accord en fait avec le principe des soins palliatifs. Donc, si ce n'est pas, et tout à l'heure, on a vu en fait le système de santé ici, donc si ce n'est pas inclus dans cette jolie maison, donc il n'y aurait pas la prévision pour en fait fournir les soins palliatifs. Donc, c'est très important. Par exemple, en fait, il y en a certains d'entre vous qui travaillent avec des ONG. Si vous êtes en travaillant sur le terrain et vous n'avez pas l'accord en fait le ministère de Santé, ça ne va pas marcher. Peut-être ça marcherait pour le moment, mais bon, ça ne va pas marcher très longtemps. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la politique en place. Et c'est un peu la parapluie pour, en fait, qui englobe toutes les autres. Après, la disponibilité des médicaments. Ça, c'est aussi important. Il y a une liste des médicaments, en fait, essentiels
pour fournir en fait des bons soins palliatifs. Aussi inclus là-dedans, il y a la provision en fait des opioïdes. Il y en a certains patients en fin de vie ou même dans la maladie qui ont besoin des opioïdes. Bon, ça donne peur en fait les opioïdes. Souvent les gens se disent oh non, si on donne ça, on va donner la mort. En fait, ça va être l'euthanasie en fait pour quelqu'un. Mais ce n'est pas le cas. Et quand quelqu'un a vraiment besoin en fait, de la morphine, il ne faut pas mourir avec la morphine. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelqu'un au Ouganda qui est sur la morphine depuis 13 ans. Il prend la morphine depuis 13 ans pour sa douleur et puis ça marche très bien. I'm saying somebody in Uganda is on it for 13 years and he's perfectly okay on morphine. Yeah. Et puis aussi, il y avait une étude en fait, aux États-Unis qui était faite parce que c'est toujours en fait la peur, l'addiction de la morphine. On parle, les gens veulent être accros en fait des drogues, en fait ils vont prendre ça et puis on ne peut pas donner pour cette raison-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas le donner parce qu'on va tuer quelqu'un. Mais il y avait cette étude qui était faite en Floride où ils ont étudié sur 11 000 personnes qui ont pris en fait la morphine pour des maladies. Et sur les 11 000, en fait, il y avait 0,01% qui ont été qui ont entré dans l'addiction en fait avec le médecin. Donc si vous voyez, c'est vraiment pas, c'est même pas significatif en fait cette statistique en fait 0,01%. Donc c'est de 11 personnes. Oui, c'est même pas important, c'est pas important ça, c'est vraiment. Et puis il est aussi important de savoir en fait le côté d'importation parce que la quota en fait chaque pays ils ont un quota pour en fait l'importation de opioïdes et le problème c'est que si on n'utilise pas en fait les opioïdes après ce quota est diminué et puis c'est très difficile d'en avoir donc il y a un contrôle international pour en fait les opioïdes. Do you want to say a bit more about the international quota, for opioids? Okay. Moi, je travaille dans. We can link if it's an issue. Yeah. We definitely link them to GovPre. GovPre deal with the whole supply chain. Yeah. But I'm just saying that if they don't use it, your quota gets diminished, and then it becomes a problem if you want to increase it. Yeah. Moi, j'ai travaillé dans un pays, en fait, ici en Afrique, et puis on avait en fait la morphine. Mais le problème, c'est que les gens, ils avaient très peur d'utiliser la morphine. Et cette morphine, en fait, ça restait en fait dans les pharmacies sans être utilisé. Et après, ça s'expérimait en fait les dates. Et puis, on les jetait comme ça, on les mit, on jetait la morphine comme ça. Il y avait un grand risque de ne pas pouvoir augmenter les doses au moment qu'on avait décidé de mettre en place en fait des soins palliatifs et puis d'utiliser aussi des opioïdes. Donc ça c'est quelque chose d'important. Aussi regarder le coût en fait des médicaments, les prescriptions, comment les médicaments sont prescrits, qui peuvent prescrire. Fatih va parler un peu de Uganda tout à l'heure et puis elle va parler des infirmières qui ont le droit maintenant de prescrire. La distribution, comment est-il distribué? En Zambie par exemple, en fait, ils ont dû changer un peu la loi parce que si une infirmière voyageait de la pharmacie centrale jusqu'à un hôpital, et elle était arrêtée par en fait, le contrôle de l'époque, elle pouvait être emprisonnée parce qu'ils n'avaient pas le droit en fait, de distribuer en fait, les médicaments hors en fait, d'un lieu de santé. Donc ça c'était important. Si on va instaurer un programme de soins palliatifs, il faut regarder en fait, ce genre de choses. Il faut regarder votre législation. Est-ce que les gens ils ont le droit en fait même en fait de donner en fait des opioïdes? C'est des choses qui sont importantes.
qui a le droit et est-ce qu'il y a quelque chose en fait dans la loi qui devrait changer. Donc c'est des choses importantes à regarder. Et évidemment l'administration. Qui a le droit en fait d'administrer en fait des médicaments pour les soins palliatifs. L'implémentation, donc en fait, qui en fait devrait concerner, donc les leaders, en fait, donc il faut avoir en fait des gens comme en fait le ministère de Santé, le contrôle en fait des drogues contrôlées. Je ne sais pas comment vous dites ça. Vous avez quelqu'un qui est responsable pour ça, non? Par exemple, vous avez un département oui, qui est responsable pour ça, donc il faut qu'ils sont appliqués. Il faut avoir des personnels qui sont bien formés, il faut avoir un plan stratégique, il faut avoir des standards, il faut regarder les guides et puis il faut avoir en fait des indicateurs. Comment allez-vous savoir en fait que votre programme va marcher bien? Comment allez-vous mesurer ça? Okay? Donc après, ils ont des standards, en fait, ils ont développé des standards pour l'Afrique, qui sont pour l'Afrique spécifiquement. Et puis l'éducation, c'est vraiment clé. Donc il faut avoir en fait le média. Je sais que vous êtes le média, non? Bienvenue. Donc c'est important en fait d'avoir le message aussi qui sort. Et puis parce que les gens ils ont peur, parce que les gens des fois ils disent mais question de fin de vie. Et puis si on donne la morphine, oui, on va. Vous savez, les soins palliatifs, ça tue des gens. Donc il faut avoir en fait le message correct qui passe, que ce n'est pas ça. Et plaidoyer, donc c'est très important. Il faut avoir des champions pour les soins palliatifs. Dans chaque pays où en fait il y a le succès, il faut avoir en fait des champions qui vont dire voilà, on a besoin des soins palliatifs, on va tenir le bâton pour ça et puis on ne va pas arrêter tant qu'on n'a pas réussi en fait à mettre ça sur pied dans notre pays. Et aussi des cours, en fait, il faut avoir des cours professionnels. Donc, il faut instaurer ça dans les programmes des médecins, des programmes des infirmières, des programmes des assistants sociaux. Donc, que ce soit intégré dans le programme de base déjà. Et quand les médecins, et quand les infirmières, et quand les autres gens, les professionnels de santé alliés sortent en fait de l'école, ils ont déjà cette approche des soins palliatifs. Donc c'est accepté que c'est comme ça. Les formations experts aussi. Il faut avoir la formation expert. Et en fait, on va entendre tout à l'heure en fait, quelques personnes du pays qui ont déjà été formées dans les soins palliatifs. Et il faut aussi instruire en fait les familles, les malades et puis la communauté en général. Okay. Alors, le programme de soins palliatifs OMS, les principes développés comme une approche compréhensive de la santé publique, intégrée avec le système de santé existante et avec le contenu des soins chroniques et pour les maladies fatales, adapté spécifiquement au contexte culturel et social. Et ça aussi, c'est très important. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, c'était peut-être on va partager pour Belgique et puis l'Irlande, mais moi, vous partagez en fait les programmes d'Irlande. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Afrique. C'est une approche qui est différente. Les principes sont les mêmes choses. Les principes, c'est améliorer la qualité de vie, c'est aussi soulager. Donc les principes ne changent pas, la définition, c'est exactement la même chose. Mais ce qui se passe, c'est que le contexte culturel est aussi en fait social. Donc ça, c'est très important. Donc est-ce qu'il y a des défis? Bien sûr qu'il y a des défis. Quels sont les défis? Bon, il y a un très grand besoin. En fait. Premièrement, il y a un très grand besoin en fait, pour les services. Et puis, il faut en fait aussi assurer la qualité des soins. Donc,
c'est bien en fait de dire, ok, on a besoin en fait des soins palliatifs, on va les mettre sur pied. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour assurer que ces soins-là sont de qualité? Donc ça, c'est très important. Et l'intégration, c'est la clé pour ça. Aussi, reconnaître l'importance, donc il faut travailler avec le ministère de la Santé, l'université, les donneurs, en fait, d'avoir le soutien, en fait, il faut avoir de l'argent. Donc, il faut avoir, en fait, le soutien des donneurs comme USAID ou d'autres, et des ONG, vous êtes très important aussi dans tout ça. Fait le lien entre les formations de qualité et en fait les soins, des logistiques et en fait l'infrastructure. En fait, dans des pays où il y a beaucoup en fait de comment ça s'appelle ça, brain drain, en fait les gens en fait qui sont formés, qui sortent en fait pour trouver du travail ailleurs, puis ça laisse en fait des vides dans les pays. Donc ça peut être un défi pour les soins palliatifs. Et aussi d'avoir en fait les personnels bien formés. Okay. D'avoir surmonté en fait des tabous en fait culturels qui peuvent empêcher. Et en fait c'est ces choses-là sur le morphine, que la morphine tue. Ça en Zambie par exemple, parce qu'il y avait tellement peur autour de ça et parce que en fait, les gens peuvent être arrêtés par la police et mis en prison s'ils ont été trouvés avec la morphine, on a dû développer un petit livre pour dissiper en fait les mythes autour de la morphine. Et c'était ça qui a fait en fait le déclenche pour ça. Ok. On a déjà en fait discuté un tout petit peu ici en fait de toutes les histoires autour de l'euthanasie. Ça aussi, ça peut être un grand défi. Et les questions éthiques. Donc, ok. Mais quelles sont les opportunités? Ça, alors, les opportunités pour les soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs sont de plus en plus, c'est reconnu que ça fait partie d'une droit humain. D'avoir en fait les bons soins, les bons soulagements de la douleur. Donc, ça, c'est reconnu. Aussi, en fait, l'expertise, l'enthousiasme, l'expérience, en fait, pour formation. Comme vous avez en Afrique, vous avez ARCA. Vous avez une association qui est là pour soutenir, en fait, les pays qui veulent intégrer, en fait, les soins palliatifs. It's okay, just move for the next 3. Système de santé et soins palliatifs. Donc, comment faire en fait intégrer les soins palliatifs dans les systèmes? Donc, d'abord, on fait des politiques. C'est très important parce que le leadership et puis il faut avoir la gouvernance. Aussi l'éducation. Comment, si en fait ce n'est pas intégré. Madame, vous avez 5 minutes. Hein? 5 minutes pour terminer votre présentation. Moi, j'ai une autre présentation là. Désolée. Allons-y. Allez-y. On peut prendre une pause entre les deux si vous voulez. Oui, on va prendre une pause. Voilà. Éducation, ouais, enfin, la disponibilité des médicaments, comme je vous avais dit, et puis l'implémentation. Ok, il y a des perspectives internationales qui sont assez importantes. Il y a des déclarations comme le OMS. En fait, il y a